Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Servez-vous, la chaîne de podcast dédiée au service à la personne et à la Silver Economy. Aujourd'hui, nous lançons un nouvel épisode de Parlons peu, parlons soin, notre format où l'on échange avec des experts et des professionnels du terrain sur les grands enjeux du secteur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'isolement des personnes âgées, que ce soit les seniors à domicile ou les résidents en EHPAD. En effet, selon le baromètre de septembre 2025 des Petits Frères des Pauvres, l'isolement et la solitude des aînés ont progressé de plus de 150% en 10 ans. Et selon la CFDT retraitée, près de 750 000 seniors sont en situation de mort sociale, 2 millions sont isolés de leur entourage et 4 millions souffrent d'un sentiment de solitude. Et même en EHPAD, certains résidents peuvent se sentir seuls, malgré la présence du personnel et d'autres résidents. Les causes peuvent être multiples, manque de visite familiale, perte d'autonomie, troubles cognitifs ou sensoriels, ou des difficultés à créer de nouveaux liens. Alors justement, comment identifier et comprendre l'isolement des personnes âgées? Quelles en sont les causes et les conséquences? Et surtout, quelles solutions concrètes peuvent permettre de briser la solitude et de maintenir le lien social, que ce soit à domicile ou en EHPAD? Donc pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Boléa, animatrice à l'EHPAD Malbosque du groupe Aesio Santé, et Honorine Antoine, psychologue gérontologue. Déjà, bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup. Donc pour commencer, eh bien, je vous propose de poser un petit peu les bases et de mieux comprendre comment se manifeste l'isolement chez les personnes âgées, que ce soit à la fois sur le terrain et d'un point de vue plus psychologique. Donc je vais commencer avec vous, Charlotte. Vous êtes animatrice en EHPAD et vous êtes au contact quotidien des résidents. Justement sur le terrain, comment ressentez-vous l'isolement chez certains résidents? Alors, sur le terrain, l'isolement se ressent surtout sur les comportements. Donc, on voit des résidents qui sortent moins de leur chambre, qui participent peu aux activités ou qui parlent moins aux autres. Même en EHPAD, certains peuvent se sentir seuls, surtout quand surtout quand la famille est peu présente et qu'il y a une perte d'autonomie. À domicile, c'est souvent encore plus marqué. En tant qu'animatrice, j'essaie d'être attentive à ces signes, de recréer du lien, que ce soit avec des activités ou simplement en prenant le temps de discuter avec eux. D'accord, merci beaucoup Charlotte pour ce regard très concret sur la réalité du terrain. Honorine, j'aimerais maintenant prendre un petit peu de recul avec vous pour mieux comprendre ce que recouvre réellement la notion d'isolement chez les personnes âgées. Quels sont selon vous les facteurs voilà, psychologiques ou sociaux qui favorisent le plus cet isolement? Alors généralement, on retrouve l'histoire familiale, on le dit pas assez, mais souvent quand il y a des conflits familiaux qui durent comme ça pendant des années, voilà, ça engendre un isolement puisque la personne est finalement moins visitée, voilà. Ou quand en fait on a une pauvreté dans le lien entre les membres familiaux, en réalité. C'est-à-dire que la famille va être présente au début, voilà, pour faire les démarches administratives, et puis finalement les visites, elles vont vite s'étioler et la personne va vite se retrouver seule. Voilà, donc l'histoire familiale, pour moi en tout cas, c'est un facteur important dans l'isolement social. Alors après, bien sûr, hormis ce facteur-là, on retrouve l'isolement lié au handicap sensoriel. Une personne en fait qui n'entend pas, à un moment donné, elle finit par finalement s'isoler parce que elle veut pas faire répéter les autres tout le temps. Et puis voilà, ça la gêne. Donc du coup, généralement, en fait, elle va s'isoler dans sa chambre, voilà, ou ne plus répondre au téléphone, par exemple. Voilà. On a bien sûr tout ce qui est trouble de l'humeur, hein, la dépression, l'anxiété. Ce sont des personnes qui ont quand même beaucoup tendance à s'isoler. Voilà, ça a vraiment un gros impact sur le lien social. Et puis, il y a aussi, chez les personnes encore plus âgées, tout ce qui est deuil répété, c'est-à-dire que plus ils avancent en âge, plus ils perdent des gens. Et finalement, plus ils perdent en fait des liens importants pour eux, hein, des amis qu'ils avaient depuis je ne sais combien d'années. Et voilà, ces personnes-là, ils les perdent et du coup, ils se retrouvent seuls en fait. Et les personnes qui sont autour ne permettent pas toujours de compenser cette qualité du lien qui permet de se sentir entouré finalement. Oui, complètement. Et pour vous, justement, est-ce que aussi cet isolement, voilà, l'isolement, on va dire, à domicile, se manifeste différemment de celui que l'on peut observer, notamment en institutions comme les EHPAD? Non, en fait, c'est exactement les mêmes signes que disait Charlotte, mais je dirais en fait que c'est souvent plus intense, par contre, parce que la force des EHPAD, c'est qu'il y a une équipe autour. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un repérage finalement très rapide et il va y avoir une intervention.
Voilà. Mm. Que là, en fait, à domicile, si vous n'avez pas en plus les aides à domicile qui passent, bah, ça va se renforcer très, très vite avec des conséquences très importantes sur la santé physique et Mm. mentale. Bien sûr. Merci beaucoup. On comprend un peu mieux déjà comment l'isolement peut apparaître. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser un peu plus à ses conséquences, car la solitude, elle peut avoir des impacts également importants sur la santé et le quotidien des personnes âgées. Alors, Charlotte, dans votre quotidien auprès des résidents, quelles répercussions observez-vous, notamment sur le moral ou encore le comportement des résidents qui se sentent isolés? Alors, on voit souvent, du coup, effectivement, une baisse de morale chez ces résidents-là. Ils peuvent être tristes, moins motivés, moins de participation aux résidents et en général, moins d'envie. Certains, ils se replient sur eux-mêmes, parlent moins, s'isolent encore davantage. D'autres, au contraire, peuvent devenir plus irritables et demander beaucoup plus d'attention. Mm. Euh, on peut aussi observer une baisse des repères, une baisse de l'état de l'état de l'énergie générale baissée en fait. Bien sûr. Voilà, Et au final, ça a un vrai impact sur leur bien-être au quotidien, autant sur le plan moral que comportemental. Ok, très bien. Et vous l'avez notamment mentionné, que l'isolement, voilà, peut influencer, voilà, leur non-participation aux activités. Et Tout à est-ce que fait. l'isolement, voilà, a aussi un impact sur leur état de santé physique en général? Clairement. L'isolement, ça joue un rôle sur la participation aux activités. Plus une personne se sent seule, moins elle a envie de venir. Et petit à petit, elle se désengage de tout ce qui se passe au sein de sa vie dans l'établissement. Ça a aussi un impact sur sa santé physique, donc moins d'activité, moins de stimulation, moins d'appétit. Et du coup, ça entraîne une baisse d'énergie et une dégradation de son état général. Hmm. Très bien, merci beaucoup. Et on voit aussi que l'isolement peut se traduire, voilà, par des changements très visibles sur le quotidien. Tout à Et fait. Honorine, voilà, d'un point de vue aussi plus psychologique et scientifique, quels sont pour vous les impacts de l'isolement sur la santé mentale et cognitive des personnes âgées? Alors déjà, souvent le principal impact, c'est le développement d'une dépression, voilà, avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire qu'il va y avoir une tristesse quotidienne. Voilà, vraiment, la personne va souvent pleurer. Euh, et du coup, comme elle pleure, bah, ça renforce aussi l'isolement parce qu'elle n'a pas envie qu'on la voit pleurer. Bien sûr. Ouais, on va avoir progressivement, ce que disait Charlotte, une perte d'intérêt dans les activités de tous les jours. La personne va moins sortir, elle va moins appeler certaines personnes qu'elle aimait bien, voilà, moins participer en tout cas aux activités. Et voilà, et souvent dans la dépression, on a une perte du sommeil et une perte d'appétit. Et ça, ce sont des facteurs qui très rapidement peuvent engendrer une dégradation de l'état de santé et engendrer un risque vital pour la personne âgée. Ça va très vite quand les gens sont âgés. Voilà. Donc ça, en tout cas, c'est une des conséquences de l'isolement. On peut aussi avoir en fait le développement d'une anxiété. Donc ça peut s'ajouter aussi à la dépression. Voilà. Où là, en fait, les personnes vont développer un peu une peur de l'extérieur. Voilà. Il va y avoir un peu un état d'angoisse permanent, voilà, où le moindre petit changement va générer vraiment une inquiétude excessive. Et progressivement, tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va venir de l'extérieur, ça va être extrêmement angoissant. Et donc, du coup, ils vont rester plutôt chez eux. Voilà, plutôt à l'intérieur. Donc, ça renforce en fait l'isolement. Et voilà, avec finalement un sentiment d'insécurité. Voilà, comme si finalement le monde extérieur était insécure. Et progressivement, l'anxiété va faire que les gens vont perdre un peu le sens de la vie. Voilà. Plus ils s'isolent, plus en fait, finalement, la vie n'a pas de sens. Voilà. Et donc, la conséquence la plus dramatique à ça, ça reste les tentatives de suicide ou le suicide. Je veux dire, aujourd'hui, en France, on a un taux de suicide chez les personnes de plus de 65 ans qui est vraiment considérable. D'accord? Il faut savoir que le suicide représente une des premières causes de mortalité des plus de 65 ans. C'est énorme, hein, Ouais, vraiment. C'est énorme et c'est vraiment dramatique. Et chez les plus de 85 ans, le taux, il augmente encore plus. D'accord. Très bien. Donc, voilà, l'isolement, c'est un vrai facteur. En tout cas, c'est un vrai risque pour la santé des gens.
Bien sûr. Et voilà, on en a un peu parlé aussi avec Charlotte, mais de votre point de vue, voilà, de psychologue gérontologue, pour vous, quels sont les signes, on va dire précoces qui peuvent alerter, que ce soit les familles ou les professionnels? Alors, généralement, on a une plainte. C'est un des premiers signes. Les gens expriment le sentiment de solitude. Ils se disent, voilà, je sais pas, je me sens seule, je sais pas, je m'ennuie. Vous Mmh. voyez, ils disent, bah non, finalement, j'ai pas envie de sortir ou j'ai pas envie de voir telle personne. Souvent, c'est des signes voilà. Déjà, il faut se dire, ah tiens, c'est bizarre. Voilà. Souvent, on a aussi un peu une négligence de l'apparence. Des gens, voilà, qui faisaient attention à comment ils étaient coiffés, comment ils s'habillaient. Bah là, ça n'a plus vraiment d'importance. Voilà, ça, c'est des signes d'alerte. Il faut faire très, très attention à ces signes-là. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mmh. Voilà. Et souvent, en fait, il y a un sentiment d'inutilité. Quand le sentiment d'inutilité, il est exprimé, là, faut vraiment intervenir. Mmh. Vraiment une grosse perte de sens, quoi. Ah ouais, Mmh. et vraiment la question de finalement à quoi je sers, Mmh. à quoi je Complètement. sers Mmh. aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Et justement, alors là, on va parler un petit peu d'une chose plus positive. Ça va être face à ces constats. Forcément, il y a une question qui va se poser, c'est comment, voilà, recréer du lien social et lutter aussi concrètement contre l'isolement. Je vais me tourner vers vous, Charlotte, voilà, avec votre rôle d'animatrice. Voilà, vous créez justement ces moments de lien. Quelles activités ou animations pour vous fonctionnent le mieux pour recréer du lien entre les résidents? Alors, les activités qui fonctionnent le mieux sont les activités qui sont dans l'échange et dans le partage. Par exemple, des jeux de groupe, des ateliers de mémoire, des activités créatives ou encore des temps conviviaux comme des quiz simplement. Ce sont les choses les plus simples qui créent le plus de liens finalement. Discuter, écouter, prendre juste un moment individuel avec un résident. L'important, c'est d'adapter ces activités aux envies, aux capacités de chacun, et sans que la personne ne se sente mise de côté. Mmh. Très bien. Et justement, est-ce que vous avez un exemple, concret où, voilà, un résident très isolé a réussi justement grâce aux activités, à ces initiatives, à retrouver justement du lien social? Tout à fait. J'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est un exemple assez récent. J'ai une résidente au sein de l'EHPAD, nous avons une résidente qui est arrivée ici en situation de handicap. Elle est rentrée en même temps que sa maman. Donc, avant, elle vivait avec sa mère, uniquement avec elle. Elle et sa maman prenaient énormément de place, ce qui a fait qu'elle n'a jamais réellement eu de vie sociale. Elle n'a pas pu s'épanouir, elle n'a pas pu apprendre réellement ce qu'elle aimait. Et quand elle est arrivée ici, elle a rencontré du monde, elle a commencé à discuter, à venir participer aux activités, et finalement se créer un cercle de résidents avec qui elle s'entendait bien. Du coup, ça l'a aidée à s'épanouir personnellement et elle a compris ce qui lui plaisait, ce qui ne lui plaisait pas. Maintenant, elle arrive à dire oui, je veux, non, je veux pas. Mmh. Avant, c'était quelqu'un qui avait tendance à faire juste ce qu'on lui demandait de faire, et maintenant, elle arrive à prendre position. Et le fait d'être entrée dans un groupe d'appartenance, Mmh. ça l'a vraiment aidée à s'épanouir, elle, en tant que personne, et pas à travers sa mère, justement. C'est un exemple vraiment qui montre à quel point le lien social peut transformer le quotidien d'une personne. Mmh. Très bien. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, ça montre encore une fois que voilà, le lien social peut être recréé dans le quotidien. Voilà, notamment, vous l'avez dit, par l'échange, le partage et être entouré, en fait, Tout finalement à aussi, fait. également. Et voilà, également, Honorine, de votre côté, on parle aussi de plus en plus, j'ai envie de dire, de solutions ou d'outils pour lutter contre l'isolement, notamment dans la recherche ou encore dans des politiques de prévention. Justement, quelles interventions ou quels programmes sont aujourd'hui voilà, reconnus comme efficaces pour réduire l'isolement des personnes âgées? Alors en France, on a le programme Mona Lisa. C'est une forme en fait de structure qui va centraliser toutes les associations qui existent en France, tous les moyens humains qui existent pour en tout cas combattre l'isolement. Donc ça peut être des personnes qui viennent à domicile ou même en EHPAD. Hein, voilà, ils peuvent venir faire des projets en EHPAD pour justement en fait créer du lien par les activités.
Voilà, donc ils peuvent se déplacer plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, que ça soit à domicile ou en EHPAD. On a aussi l'association des petits frères des pauvres qui propose des visites à domicile. Et ça aussi, c'est essentiel. Voilà. On a aussi toutes les plateformes d'écoute. Vous avez SOS Amitié qui fonctionnent. Voilà, et vraiment, ça fonctionne bien. Et qui peuvent aussi parfois aussi se déplacer en fonction des régions. Il y en a qui se déplacent. Voilà. Et puis, vous avez aussi toutes les activités des collectivités. Toutes les communes, en fait, voilà, ont des associations, des clubs pour seniors, enfin, voilà, et qui fait que finalement, on va vraiment recréer du lien sur des personnes qui sont plutôt isolées, même dans des petits villages, d'ailleurs. Ça fonctionne super bien. Ouais. Merci beaucoup. Et on parle aussi beaucoup du numérique en ce moment. Voilà, les tablettes, les visioconférences, même des robots compagnons. Voilà, j'ai vu ça dans les actualités récentes. Je vois beaucoup ce genre d'initiative qui est un peu expérimentée dans pas mal de pays en ce moment. Est-ce que pour vous, ces outils peuvent réellement aider à lutter contre la solitude? Alors, les tablettes, oui, on l'a vu quand il y a eu le confinement. Je veux dire, on a fait appel aux tablettes, à la visio, pour que les résidents ils puissent garder le lien avec leur famille. Et je trouve que ça, c'est génial parce que souvent, les enfants, les petits-enfants, ils sont maintenant éloignés de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc, ça permet vraiment le maintien du lien. Voilà. Alors bien sûr, il faut que le lien existe déjà avant. Voilà, ça fait pas tout. Mais quand le lien existe, ça permet vraiment le maintien du lien. Et ça, c'est très, très chouette. Vraiment. Donc ça, le numérique, pour le coup, c'est extrêmement positif. Après, sur les robots, alors, ça peut être intéressant chez les personnes qui ont des troubles cognitifs aussi. Mais ça fait pas tout. Il manque quand même la chaleur humaine. Voilà, ce qui se passe entre deux individus quand ils interagissent. Voilà. Mais c'est intéressant, en tout cas, qu'on puisse chercher des moyens de lutter contre cet isolement. Complètement. Et même avec des actions, et des initiatives, on en a un peu parlé, mais je pense que lutter contre l'isolement, ça doit pas toujours être très simple. Pour vous, Charlotte, quels sont les principaux freins que vous avez pu rencontrer pour favoriser la sociabilisation des résidents, notamment? Alors, tout d'abord, l'état de santé du résident, la perte d'autonomie, la fatigue, les troubles cognitifs peuvent rendre la participation plus difficile. Il y a aussi un manque d'envie, une peur. Parfois, un résident qui a peur de se tromper, il va pas forcément avoir envie de venir parce qu'il a une crainte d'être moqué, par exemple. Parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup, l'effet de groupe dans ce niveau-là aussi, il joue beaucoup. Après, il y a les contraintes du quotidien, comme dans toutes les entreprises. Parfois, il manque du personnel. En fait, tout ça, ça peut limiter les accompagnements. Ça peut limiter l'accompagnement individuel qu'on peut avoir avec la personne. Tout l'enjeu, c'est justement de s'adapter à ces freins pour réussir à trouver malgré tout un moment pour créer du lien avec le résident. Ok, très bien. Et on en a un peu parlé, mais justement des personnes, il doit y en avoir, des personnes âgées en fait qui refusent ou qui n'ont pas envie de participer aux activités. Comment vous arrivez à les gérer justement ces situations où ils n'ont pas envie tout simplement de participer, de créer du lien, d'avoir des interactions? Comment vous arrivez à gérer ces situations aujourd'hui? Alors, tout d'abord, on essaie de comprendre pourquoi le résident il refuse. Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué, parce qu'il manque d'envie, il y a une appréhension ou s'il y a autre chose? On ne force pas une personne à participer aux animations, mais par contre, on reste dans la proposition. On peut adapter l'activité, proposer quelque chose de plus simple, ou en plus petit groupe, ou même en individuel si c'est possible. Le tout, c'est vraiment de respecter la personne tout en gardant le lien pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle ait envie petit à petit de revenir vers les autres. Très bien. Oui, ça doit se faire graduellement, souvent. Exactement. Très bien. Et on voit également que l'isolement peut parfois être difficile à dépasser, même aussi avec beaucoup d'efforts. Alors, je vais aller plus vers vous sur cette question, Honorine. Quels sont pour vous les obstacles psychologiques ou sociaux qui rendent parfois la lutte contre l'isolement difficile? Il y a les stéréotypes liés à l'âge. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui aimeraient qu'on leur propose des choses et qu'on fasse des choses avec elles. Et en fait, il y a la peur, d'accord, la peur du vieillissement, la peur de la maladie, et ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas
vers des personnes âgées. Voilà, parce que ça leur renvoie aussi, voilà, peut-être à leur propre futur ou parce que vraiment il y a une incompréhension de ce qu'est l'âge et il y a un blocage, en tout cas, sur parfois l'aspect physique du vieillissement et l'aspect physique de la dépendance, en fait, physique. Donc ça, c'est un vrai frein. Et on a aussi un frein par rapport à la société, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle est en retraite, souvent, elle sort en fait de la société. Il n'y a plus cette notion d'utilité par le travail. Et du coup, on va pas chercher ça. On va pas stimuler en fait le sentiment d'utilité des personnes âgées. Voilà. Et ça, c'est un vrai frein en fait. Ça freine en tout cas l'inclusion des personnes âgées dans notre société et ça crée l'isolement. Voilà. Et là, pour le moment, en France, on n'est pas encore suffisamment bon voilà, dans l'intégration des personnes âgées dans notre société. Voilà. Ça, c'est sûr que ça bloque. Après, on a aussi des personnes qui sont habituées à la solitude. Voilà. Je ne dis pas que ça leur convient, mais ils sont habitués. Et donc, du coup, de nouveau revoir des gens, sortir, ça déclenche une vraie anxiété, très, très intense. Hein, et là, il faut beaucoup de patience pour réussir à dépasser cette anxiété. Et puis, vous avez aussi des formes de dépression très intenses hein, voilà, où la personne elle a une très, très mauvaise image d'elle-même, hein, ce que disait Charlotte. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il y a la peur aussi de déranger, d'être un poids pour l'autre. Donc ça, ce sont des freins auxquels on est confronté et qui parfois font que la personne, elle va vraiment rester en situation d'isolement. Voilà, et des fois, on n'arrive pas forcément à les enlever. Voilà, et on a des personnes, hein, notamment dans la dépression, qui vont annuler tout ce qu'on va possiblement leur proposer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des solutions, mais la dépression ou l'anxiété va faire que tout va être annulé. Voilà. Ouais, ils sont bloqués. C'est une maladie aussi, hein, donc forcément. Oui. Ouais, c'est très compliqué de sortir de là, hein, parfois. Ah ouais, c'est très, très difficile. Là, les personnes qui sont dans ces situations-là, c'est très, très difficile de les en sortir. Et pour nous, en tant que professionnels, bah, voilà, des fois, on est un peu dans cette impuissance aussi. Ouais, de les aider à s'en sortir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que pour vous, l'isolement peut parfois se renforcer malgré notamment les visites familiales ou les animations qui peuvent être proposées? Oui, bien sûr que oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui, à un moment donné, n'ont plus envie du tout. Et vous aurez beau, en tout cas, faire tout ce que vous pouvez. Comme vous l'avez dit, quand on est vraiment malade ou qu'on souffre d'une grande anxiété, voilà, vous êtes impuissant face à certaines situations, quoi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Avant de conclure cet échange, j'aimerais que vous puissiez toutes les deux partager quelques conseils ou quelques pistes d'action. Je vais commencer par vous, Charlotte. Voilà, quels conseils pour vous pourriez donner aux familles pour maintenir notamment le lien social avec leurs proches en EHPAD? Je dirais aux familles que leur présence, elle est essentielle, même dans les choses simples. De venir régulièrement, de passer des moments, de discuter, c'est déjà beaucoup. Même quand on peut pas se déplacer, un appel, on a la visio maintenant, donc ça peut être simplifié, quoi. Donc ça fait vraiment la différence. C'est aussi important de s'intéresser à ce que fait leur proche dans l'établissement, de l'encourager à participer aux activités et parfois même d'y prendre part. C'est tout à fait possible. Moi, dans mon travail, je propose aux familles de venir partager ce moment pour créer du lien avec leur famille aussi pendant ce temps d'activité. C'est très important. Et surtout, garder un lien régulier, même court, parce que en fait, ce qui compte le plus, c'est la continuité et l'attention. C'est le plus important. Très bien, merci beaucoup. Et pour vous, Honorine, quels conseils vous pourriez donner aux proches, notamment pour prévenir l'isolement avant qu'il ne devienne problématique? Eh bien, de continuer leurs habitudes. Voilà, de faire comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Voilà, s'ils avaient l'habitude de venir manger le dimanche à la maison, voilà, de continuer ça. Alors peut-être ils vont inverser, c'est plus le parent qui va faire à manger, mais ils vont faire à manger pour le parent. Voilà. Voilà, de se voir aux fêtes familiales, enfin, voilà, de passer régulièrement. Je suis d'accord, hein, la continuité du lien, enfin, voilà, en tout cas, de passer régulièrement, c'est ce qui fonctionne. Voilà, et surtout de continuer, en fait, à stimuler le sentiment d'utilité.
Voilà, de demander conseil, de leur demander, bah, je sais pas, comment c'était à leur époque, qu'est-ce qu'ils pensent de telle situation, qu'est-ce qu'ils pensent de l'actualité, enfin, de les inscrire aussi toujours dans le présent Mmh. et aussi dans le futur. Voilà, Bien sûr. aussi leur demander, voilà, est-ce qu'ils ont des envies, des projets, enfin, voilà et aussi même, voilà, leur demander, bah, s'ils ont des activités qu'ils aimeraient faire. Vous voyez, d'être toujours dans cette simulation-là aussi. Voilà, de pas se dire, bah, parce qu'ils sont âgés, du coup, il y a pas de futur. Mmh. Ouais, complètement, je comprends. Mmh. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons terminé cette table ronde. Donc, bah, déjà, merci beaucoup à toutes les deux, hein, Charlotte et Honorine, pour cet échange très enrichissant. Et voilà, pour les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez en découvrir plus sur nos invités, eh bien, tous les liens seront disponibles en description de l'épisode. Si vous avez également aimé ce format, eh bien, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre compte Instagram, servez-vous-du-bas podcast, pour être au courant des dernières sorties. Et cet épisode, bien sûr, sera également disponible en version audio sur aladom.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons soin. Et encore merci à vous, Charlotte et Honorine. Merci. Avec plaisir.